Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette semaine, je vous emmène dans le Sancerrois, qui borde la Loire, et on se retrouve après pour cuisiner ensemble. Cette semaine, dans le domaine d'Éric Louis, nous découvrirons un vin littéralement du terroir, le Sancerre. Ensuite, direction la ferme des Chapotons pour la fabrication du célèbre crottin de Chavignols avec la famille Godon. Dans Histoire de, focus sur les danses traditionnelles avec la sabotée sancerroise. Puis nous pousserons jusqu'aux îles de la Gargaude qui bordent la Loire. Après notre guide hédoniste, Guy Martin nous cuisinera un cendre rôti à l'estragon. Allez, on commence tout de suite par itinéraire paysan. En plein cœur du Berry, Sancerre est le fleuron des vins de Loire. Le Sancerre se marie très bien avec un autre produit de la région, le crottin de Chavignols. Sur ces terres, deux familles perpétuent les traditions commencées par leurs aïeux il y a plusieurs générations. L'histoire de Franck et de Sylvain Godon démarre avec leur arrière-grand-mère qui était aubergiste et proposait du fromage à la consommation à ses clients. La famille d'Éric Louis faisait aussi du fromage, mais également de la polyculture et du vin. Passé de 6 à 33 hectares, Éric élabore aujourd'hui du vin avec le même amour et respect de la vigne que ses aînés. Le travail de la vigne, Éric l'a commencé tout petit, aux côtés de ses parents qui avaient repris l'exploitation familiale. Il fait désormais partie des 300 familles à produire du Sancerre sur les 3000 hectares que compte l'appellation. Depuis l'enfance, Éric se passionne pour le travail des vignes car pour lui, c'est là que tout commence. La vigne, c'est comme un jeune enfant. Hein. S'il commence à travailler à la mine à 6 ans, c'est pas sûr que ça donne un beau centenaire. Nous, c'est exactement la même chose. Au départ, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il s'enracine bien en profondeur, ce qui va permettre d'être résistant, de supporter toutes les sécheresses, hein, parce que ses racines descendront encore plus profondément pour chercher la fraîcheur, mais aussi prendre de la minéralité, ce qu'on va retrouver dans nos vins. Le Sauvignon a trouvé ici sa terre de prédilection. Les fleurs de la vigne ont été fécondées et Éric surveille avec attention l'apparition des raisins qui déterminera la vendange. Là, tu l'as fait partout, là? Tu l'as fait tout en bas? Son vignoble est réparti sur 33 hectares dont les sols sont typiques du Sancerrois, du silex, de l'argilo-calcaire et des caillottes. Ici, donc, on est sur la commune de Tauvenay, donc c'est le sud du Sancerrois. Et donc là, on va être sur une partie silex. Alors, le silex va apporter de la minéralité. Déjà, il va forcer vraiment les racines à descendre profondément pour puiser vraiment ses ressources. Et en même temps qu'il va prendre cette minéralité, eh bien, là, on va retrouver donc, du mordant dans les vins, et ça, c'est essentiel pour nous. Si on les tape, on va avoir vraiment cette odeur de pierre à fusil. Et donc, ça, c'est ce qu'on retrouve en fait aussi dans nos vins. Sur une autre parcelle, Éric a commencé le rognage, c'est-à-dire la taille des vignes pour préparer les futures récoltes. Depuis toujours, Éric a choisi de travailler dans des conditions proches de celles du bio et compte d'ailleurs obtenir la certification. Un moyen pour lui de rassurer le consommateur. De retour dans les caves de son domaine appelé Cellier de la Pauline, en hommage à son arrière-grand-mère qui vendait déjà du vin sur les marchés, Éric s'adonne à une technique ancestrale, le bâtonnage. Le bâtonnage va être effectué chaque semaine. Voilà, l'action, c'est de reprendre les lies qui sont en bas du tonneau pour les réhomogénéiser avec l'ensemble du vin. Ça va augmenter la complexité des vins. Les lies, ce sont les levures mortes qui se déposent en fond de cuve. L'objectif de cette étape est de retrouver une certaine turbidité, mais également d'augmenter les volumes de vin. Ça, c'est un travail qu'on va faire plusieurs mois jusqu'à temps de trouver un équilibre gustatif en bouche, un gras qui nous plaît. Voilà. Tous les vins d'Éric ne sont pas élevés en fût. Il leur préfère d'ailleurs les cuves en inox pour garder la pureté aromatique. L'élevage en cuve, c'est simplement le terroir, le fruit et son élevage. Hein, voilà. Donc on va avoir la pureté aromatique, la minéralité, vraiment ce qui va correspondre au millésime et au terroir.
Le fût va apporter des petites choses supplémentaires, donc des notes de tannique, des notes de sucrosité, des notes de torréfaction. Et donc, ça change un petit peu le goût. Et si on est puriste, on va plutôt travailler avec des vins en cuve. Dès 5h30 du matin, la famille Godon est à pied d'œuvre. Il faut traire les 247 chèvres de race alpine du troupeau. Sylvain et son frère ont repris l'exploitation familiale démarrée par leurs grands-parents. On a toujours été dans la cour avec nos parents, on a toujours donné la main. Ce qui me plaît, c'est la liberté, l'organisation du travail, être en extérieur en permanence. On a une qualité de vie qui est assez bonne dans l'ensemble et ça vaut beaucoup de choses. Ce matin, Sylvain est accompagné de sa maman, Patricia, et de son fils Maxime, encore ensommeillé, qui connaît déjà tous les gestes de la traite. Il vient donner un petit coup de main de temps en temps. Ça permet aussi de prendre du temps avec papa. Quand tout le monde a envie d'être ensemble et de prendre du temps tout en travaillant, c'est agréable. Ici, la suite est assurée, tant mieux. Tandis que Patricia et Sylvain sont à la traite, de l'autre côté, Franck s'occupe de nourrir les chèvres. Ce matin, elles mangent de la luzerne en sec. Ça leur permet d'apporter un peu d'énergie et de faire des fromages un petit peu plus crémeux. La machine leur distribue ensuite une ration dont elles raffolent, composée de maïs, d'orge et de compléments alimentaires. Les chèvres vont poursuivre leur repas et c'est l'occasion pour la famille de se retrouver autour d'un rapide petit déjeuner. Franck, c'est l'aîné de la famille et c'est lui qui le premier a repris l'installation en 1993. C'est le grand-père qui a créé l'exploitation, la grand-mère qui faisait l'auberge et une dizaine de chèvres aussi, un peu de culture. Papa qui a repris la suite et maman qui a créé la partie caprine. C'est ainsi qu'a débuté l'histoire de la famille Godon. Patricia a commencé la production de fromage dans le garage et fabriquait 200 à 300 fromages par jour contre presque 1000 aujourd'hui. Ici, on fait donc du crottin de Chavignol depuis des générations. Le lait a été empressuré il y a 48 heures. Une fois qu'il a caillé, il est égoutté, puis mis en faisselle. Alors on travaille toujours les manus, hein. On sent mieux la texture du caillé pour pouvoir savoir si c'est bien mélangé. Quand il va être affiné, il faut que la pâte soit aussi lisse que là. Éviter le moins de trous possible. Mais j'ai appris essentiellement avec ma belle-mère que je voyais tout le temps faire. Une fois moulés, les crottins sont retournés avant d'être salés à la main le lendemain. Des gestes dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Ce sont les moines qui ont créé ce fromage en s'inspirant de leur lampe à huile qui s'appelait le croc. Passé du croc au crottin, le Chavignol était né. Aujourd'hui, l'appellation impose qu'il reste 10 jours minimum en affinage où ils seront retournés quotidiennement. C'est là qu'ils vont commencer à bleuir. Un Chavignol qui commence à avoir du pénicillium qui se forme naturellement, c'est un champignon noble, hein. Donc il va y avoir plus de caractère, plus de goût. Ça peut être un goût de noisette. Avec un bon Sancerre blanc, c'est l'idéal. Un bon fromage, c'est avant tout un bon terroir. C'est là le secret de la famille Godon. Aussitôt après la traite, Sylvain et Franck vont sortir leurs chèvres qu'elles puissent pâturer à proximité de la ferme. C'est un choix, ça permet au moins qu'elles pâturent à l'extérieur, voilà, qu'elles ne restent pas toute la journée à l'intérieur et de manger que du foin. Ça reste des herbivores, donc là, elles mangent de l'herbe. Et c'est ça qu'apporte le goût au fromage, en fait. C'est la flore qui est présente dans les pâtures. Dans les pâtures, mais pas seulement. Le foin aussi est essentiel dans l'alimentation des chèvres. Dans le champ d'à côté, le foin va être retourné pour être séché par le soleil, puis Franck et son fils vont pouvoir le presser pour le mettre en ballot. Cela leur permettra de nourrir les chèvres en hiver. On fait du foin de prairie. Comme ici, il y a du raigraham, il y a un petit peu de trèfle blanc, de fétuc. Chaque exploitation a son goût typique propre. C'est dû à cette manière de travailler en fromagerie, ce terroir. Alors, c'est ce qui apporte du goût au fromage en fait. Voilà, c'est toute la flore qui est présente dans les prairies. Le cahier des charges impose que 75% de l'alimentation des chèvres proviennent de l'exploitation. Franck et son frère ont souhaité aller au-delà et sont autonomes à 90%. Pour eux, cette autonomie est déterminante, car ils vont contrôler ce que mangent leurs chèvres et donc la qualité du lait. Un terroir qui est aussi déterminant pour le vin de Sancerre.
Éric Louis retrouve Sébastien, son œnologue, dans les caves du domaine pour assembler les vins. Ce sont 3 bouteilles issues de trois terroirs différents. Les 3 terroirs classiques que l'on retrouve sur Sancerre. Alors le terroir calcaire, on est sur une tension, sur des fruits frais, type citron. Sur l'argilo-calcaire, on est sur plus de puissance. On est souvent sur l'agrume, avec un peu de fruits exotiques. Et puis sur le silex, on est sur un vin un petit peu plus austère, mais les pointes de minéralité sont présentes, sont là. Et puis on va être sur des notes un peu florales aussi. Le Sancerre blanc est 100% Sauvignon. Les assemblages se font uniquement en fonction des sols. On part sur... Allez, 30. Allez, Ouais. pour... Le Sancerrois compte plus de 7500 parcelles qui sont autant de mini-terroirs. L'exposition, le sol, le sous-sol et l'année jouent donc sur le profil des vins. Éric et son œnologue ne souhaitent pas lisser leurs vins, mais plutôt suivre la nature et les laisser exprimer tout leur terroir. On a un nez qui est assez riche, qui est assez complexe, qui est assez riche. Mais c'est peut-être un petit peu lourd en bouche. C'est un peu lourd. Voilà, c'est un petit peu pâteau en bouche, un petit peu lourd. Donc il faudrait peut-être rapporter un peu de fraîcheur. Ouais. Et je pense que la cuvée calcaire amènerait un petit peu de tension à tout ça. Nous, le but, c'est vraiment de faire la cuvée maison et d'utiliser les 3 terroirs pour sortir vraiment le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois et pour nous de créer une nouvelle diversité. En mixant les terroirs, eh bien, on peut augmenter la complexité des vins et avoir à la fois de la rondeur, du fruit et de la minéralité. Il teste donc un autre assemblage. Trouver le bon, c'est un véritable travail d'équipe. On a plus de fraîcheur déjà. On l'a en bouche, peut-être tension, un peu plus peps. À l'équilibre, on le voit bien vieillir. Éric produit près de 800 000 bouteilles par an, de blanc, de rouge et de rosé. 50% de sa production part à l'export, aux États-Unis, au Japon et en Australie entre autres. Le Sancerre est réputé dans le monde entier. Nous, on fait vraiment un vin de terroir. Il se fait beaucoup de Sauvignon dans le monde, mais il n'y a qu'ici qu'on peut faire du Sancerre. Du côté de la famille Godon, l'essentiel du chiffre d'affaires provient, lui, de la vente directe à la ferme. Cet après-midi, il retrouve quelques habitués pour un moment de détente et de dégustation de leurs produits. Alors, vous avez un demi-sec, un fromage qui a une dizaine de jours d'affinage, moelleux, un bleu moelleux, qui a un petit mois d'affinage. Il commence à bleuir et la pâte tendre. Et un sec, donc 2 mois d'affinage, avec la pâte un petit peu plus jaune, le bleu installé partout sur le fromage. Alors vous pouvez déguster à votre convenance. Merci beaucoup. Alors moi, ce que je préfère, c'est les bleus moelleux comme ça. Et c'est un petit côté sous-bois, champignons, voilà. Côté moelleux, la pâte tendre encore, et ce goût un petit peu plus affirmé. Moi, mon préféré, c'est le moelleux. Voilà, celui-là. Celui qui passe le mieux. Vraiment, le sec est trop fort pour moi. Tous ici sont fiers de leur chavignol et encore plus du chemin accompli depuis les débuts. Patricia, la doyenne, s'efforce de transmettre sa vision du métier à sa famille qui tient en 3 mots, passion, tradition et filiation. C'est vrai que c'est une fierté quand même, c'est la continuité. Maintenant, moi, quand je vais arrêter, ça sera aux jeunes de continuer. C'est une satisfaction personnelle déjà. Et déjà, à 8 ans, le fils de Sylvain manifeste son intérêt pour le métier. Moi, je resterai à la ferme parce que j'aime bien travailler avec papa et j'ai envie de leur reprendre la ferme. C'est beau, c'est la suite qui va continuer. J'ai pas monté ça pour rien. Pour tous, il est bien loin le temps de la petite auberge aux 10 chèvres laitières. Ça fait plaisir, et puis de continuer, voilà, c'est ce qu'on était revenu pour ça au départ. Pour faire progresser, pour développer l'affaire, et puis je pense qu'on n'a pas trop mal réussi quand même. La ferme des Chapotons, c'est avant tout une histoire familiale loin d'être terminée. Depuis des générations, la famille Godon et Éric Louis ont à cœur de transmettre leur amour de la terre et du travail bien fait. Héritiers des traditions, c'est grâce à leur passion que la réputation du Sancerre et du crottin de Chavignol dépasse largement les frontières du Sancerrois. Partons maintenant découvrir le folklore local avec la sabotée sancerroise.
Depuis 1955, le groupe folklorique de la sabotée sancerroise, fondé par André Dubois, cherche à perpétuer l'histoire et les traditions ancestrales du territoire. Les pas sont inspirés de la bourrée, danse populaire du Berry du milieu du 19e siècle, et font aussi référence au travail dans les champs ou les vignes de cette époque. Bourrée à 2 ou 3 temps, elle est généralement portée par 2 instruments emblématiques qui guident les danseurs de la sabotée sancerroise. La vielle, un instrument à manivelle, cousin du violon, dont André Dubois est passé maître, et la cornemuse berrichonne, au soufflet à bouche, proche de la cornemuse écossaise. Les costumes, eux, sont directement tirés des habits portés au 19e, coiffe brodée ou non et robe de drogué pour les femmes, large chapeau, costume en drap ou en biote pour les hommes. Un souci du détail porté par une envie de transmission célébrée chaque année lors de la fête du village à Sury-en-Vaux, et ce depuis maintenant 65 ans. Notre alimentation provient d'une nature façonnée par le temps et les éléments. Dans l'écologie en action, petit détour par les pelouses à corynéphores et leur faune. Il y a quelques millions d'années, la mer recouvrait le Sancerrois. Mais ce qui fait que ce terroir est une mosaïque de sol exceptionnelle, c'est un accident géologique appelé la faille du Sancerre, qui a fait ressurgir de nombreuses couches très anciennes. Ainsi, d'une dizaine de mètres à l'autre, l'âge du sol varie. La Loire et ses fortes dynamiques fluviales continuent aujourd'hui de sculpter les paysages. Situées sur les bords de la Loire et à côté de Sancerre, les îles de la Gargaude sont un espace naturel sensible qui s'étend sur 40 hectares. Sur ce site, Florence Delaroche est en pleine observation de la nidification des oiseaux. On a un goéland là qui est posé. Chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels, elle gère le projet des îles de la Gargaude, un lieu classé sous l'influence de la Loire. On est sur une période où la Loire commence à être déjà assez basse. Donc on voit bien les bancs de sable qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle la dynamique fluviale, donc qui sont liés aux crues et aux périodes de basse eau qu'on appelle les périodes d'étiage. La nature est bien faite parce que ces bancs de sable, vous voyez, vous avez des oiseaux migrateurs qui passent l'hiver en Afrique et qui reviennent se reproduire sur ces bancs de sable. Vous voyez qu'ils sont entourés d'eau, des bancs de sable où il n'y a pas trop de végétation. Et en été, elles viennent s'installer là. Ici, en fait, vous allez trouver un ensemble des milieux qui sont caractéristiques à des milieux liés à la Loire, donc liés à la dynamique fluviale. Donc, par exemple, là, on est sur les milieux des grèves, des bancs de sable qui sont à nu lorsque les eaux sont basses. À côté de ça, on va avoir les pelouses à corynéphores qui sont des milieux qu'on peut qualifier de pionniers. Ce sont des bancs de sable qui sont restés assez longtemps sans inondation. Vous avez également ces grands ensembles de forêts alluviales qu'on retrouve sur l'ensemble de la Loire. La Loire a donc façonné ces îles au fil des siècles, et la faune et la flore présentes sont emblématiques sur cet espace appelé pelouse à corynéphores. Ça, c'est le corynéphore, qui est l'espèce qui est caractéristique de ces pelouses. C'est une plante qui est patrimoniale et qui a donné son nom au milieu naturel qu'on trouve ici sur le site, donc la pelouse à corynéphores. Donc en fait, ce qui a été prévu au plan de gestion, c'est de faire une restauration de ces pelouses à corynéphores. On essaye, par une action mécanique, de se substituer à une crue assez importante de la Loire, suffisamment importante pour enlever tous ces genêts, ces ronces et ces peupliers, qu'on appelle un rajeunissement du milieu, c'est-à-dire une sorte de raclage du sol qui va permettre le maintien dans le temps de ce type de milieu. Outre des missions de gestion de ces pelouses à corynéphores et de ce milieu, le conservatoire pratique également le comptage et l'observation des insectes. Bonjour Jean-Louis, qu'est-ce que tu trouves de beau aujourd'hui? Il y a pas mal de criquets, ça promet pour les prochaines semaines. On a beaucoup de criquets qui sont en préparation. Et c'est Jean-Louis Pratt, bénévole, qui s'en charge. Une petite demoiselle qui n'a pas encore toutes ses couleurs. Passionné depuis ses 7 ans par les insectes, il passe des heures à observer cette nature qu'il affectionne. Tiens, regarde toutes les libellules qui se lèvent là. Ouais. Là. Ischnur élégans, l'agrillon élégant. C'est l'une des espèces les plus communes ici, ça. Moi, je suis entomologiste en auto-formation. Je me suis spécialisé dans les criquets, les sauterelles et les libellules. De postuler à un poste de conservatoire, c'est de pouvoir être dans la nature. C'est de pouvoir suivre un milieu donné,
au fil des saisons, au fil des années, de voir son évolution et puis d'apporter sa contribution à la gestion par les connaissances qu'on peut apporter au quotidien. En plus de l'observation, il pratique le battage. Cette méthode, ça consiste à aller chercher les insectes qui peuvent être présents sur les feuilles. Une chenille arpenteuse, caractéristique par la forme qu'elle prend quand elle se déplace. Ça montre que c'est vivant, c'est la diversité des espèces, avec des espèces qui sont prédatrices, des espèces qui sont frugivores, des espèces qui sont insectivores. C'est toute l'écologie des milieux. Alors plus il y a d'espèces, plus c'est bon signe. Avec le groupe d'espèces qui sont présents sur un site, on va avoir une idée de l'état de ce site d'un point de vue biodiversité. S'il est en bon état, vous allez avoir vraiment une grande diversité d'espèces, ou s'il est en plus mauvais état, vous allez avoir beaucoup moins d'espèces. Un travail minutieux qui rejoint la politique globale du conservatoire, protéger, restaurer et surveiller la nature en interférant le moins possible. Dans notre guide hédoniste, retrouvez 4 idées pour compléter ce voyage dans le Sancerrois. Embarquez à Saint-Satur et laissez-vous porter le long de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, à bord du Rabolio. Pour une promenade encore plus immersive, on vous propose des dégustations de produits de terroir dans cette embarcation traditionnelle, construite à l'image de celle qui transportait le sable autrefois. Dernier vestige du château féodal de Sancerre, la tour des Fiefs, seule restante des 6 tours qui le composaient, offre un panorama unique à 360 degrés sur le vignoble de Sancerre et la Loire. Située dans le jardin du château, elle surplombe la ville du haut de ses 30 mètres et si la vue ne vous suffit pas, des guides sont présents pour vous conter toute l'histoire de ce lieu. À Jalogne, le château de Pesselière abrite un jardin singulier, le parc romantique. Créé au XVIIIe siècle, il est ouvert au public depuis 2011 et détient le label Jardin remarquable. Il possède une flore très diversifiée. Venez arpenter son labyrinthe de charmilles, admirer ses arbres centenaires et vous promener le long de la rivière qui le traverse. S'il y a bien une chose qui fait la réputation de la ville de Sancerre, c'est son appellation viticole. Et la Maison des Sancerres vous propose d'en découvrir toutes les facettes de manière ludique et originale. Créée par les vignerons sancerrois, elle abrite un cinéma 4D, un musée interactif, un plan en relief et propose même des activités pour les enfants. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vais vous préparer un cendre rôti, charlotte et radis glacés, beurre blanc à l'estragon. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 morceaux de cendre de 150 g, 8 pommes de terre charlotte, 2 branches de thym, une botte de radis boule, de la fleur de sel et du gros sel, une botte d'estragon, une échalote, 250 g de beurre, 10 centilitres de crème fleurette, un demi-verre de vin blanc, une pointe de curry, huile d'olive. Enlevez les arêtes du cendre. En règle générale, quand vous ôtez une arête, il est toujours préférable de commencer de la tête vers la queue. Après les avoir rincées, mettre à cuire les pommes de terre dans une casserole avec de l'eau à hauteur, du gros sel et le thym. Cuire à petite ébullition. Lavez les radis, coupez les fanes en laissant 3 mm. Les cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 2 minutes et les refroidir aussitôt dans l'eau glacée. Frottez un peu les radis pour enlever les particules de peau qu'il reste. Coupez ensuite le cul du radis pour qu'il tienne debout. Quand les pommes de terre sont cuites, les épluchez, les coupez en rondelles d'environ 5 mm. Hachez l'estragon et le réservez pour le dressage. Épluchez et ciselez une échalote. Dans une sauteuse, faire fondre une noisette de beurre, ajouter l'échalote et la pointe de curry, puis faire revenir. Ajouter le vin blanc et faire réduire. Mettre la crème, puis monter au beurre à feu très doux. Rectifier l'assaisonnement. Le beurre blanc dans lequel on ajoute de la crème devient un nantais. Et pour cette recette-là, c'est beaucoup plus facile pour le montage. Dans une poêle, mettre un peu d'huile d'olive et faire revenir doucement le cendre côté peau. Ajouter un peu de fleur de sel
et de poivre du moulin. Il est toujours préférable de cuire le poisson pour une belle cuisson nacrée sur la peau et de le retourner juste avant le dressage. Dans une sauteuse, mettre un peu d'eau et une noisette de beurre pour faire le glaçage. Déposer dedans les pommes de terre coupées, les radis. Pour le dressage, déposer le cendre au milieu de l'assiette. Mettre 3 rondelles de pommes de terre autour et disposer un radis sur chaque rondelle. Ajouter l'estragon haché dans le beurre blanc et saucer avec parcimonie, puis terminer par quelques fleurs pour le décor. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.